mystères de l'été. Parmi les mystères passés, Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Au premier de ces messieurs, film radiophonique de Louis Rognoni, avec Lucien Nat, Louis Arbessier, André Tincy, Jean Mauvais et Michel Bouquet. Réalisation de Pierre Billard. À quel étage? Au 7e, monsieur le commissaire. J'appelle l'ascenseur, il est resté là-haut. Ça ne m'étonne pas, les flics ne renvoient jamais l'ascenseur, c'est bien connu. Ah, j'ai pris sur moi de vous téléphoner, monsieur le commissaire. Pourquoi t'excuser, pied chaud? Tu as très bien fait. Oui, mais je sais que le mercredi soir, vous jouez au bridge assez tard, alors j'ai hésité avant de vous appeler de si bonne heure. Mais comment sais-tu que je joue au bridge tous les mercredis? Tu me fais surveiller? Oh, patron. Tenez, allez-y, patron. Et les enfants, ça va? Bah, l'aîné, celui qui va en classe à la rougeole. Alors les autres vont pas tarder à l'attraper. Dans un certain sens, ça vaut mieux, hein. Tu seras débarrassé d'un seul coup. Et qui a découvert le corps? La femme de ménage. Nous lui avons demandé de rester, vous allez la voir. Ça lui fait combien, ton aîné? 8 ans. Déjà. Quel genre, la femme de ménage? Bon, classique. Tout à fait classique. C'est-à-dire? Bah, une femme de ménage, quoi. Et tu ne joues pas au bridge, toi? Ah non, monsieur le commissaire, non. Bon. Dommage. J'aurais pu te raconter un coup vraiment sensationnel. Racontez toujours. Ah non. J'aime qu'on comprenne quand j'explique. La victime? Étranglée avec un bras de soie. Ce n'est pas ce que je te demande. Qui est-ce? Yvonne Mercier. Née Rivière, 29 ans. Profession? Sans profession. Ah. Oh, ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur le commissaire. Non, c'est une femme du monde. Oh, c'est parfois pire. Ah, allons-y. Bon, vous vous appelez? Dio. Dio Alice. Alice Dio. C'est vous qui avez découvert le corps de votre patronne? Oui, monsieur. Racontez-moi comment ça s'est passé, n'oubliez aucun détail. C'est très important. Mais j'ai déjà tout raconté à ce monsieur. Ah, ça ne fait rien, vous allez recommencer pour moi. Vous n'avez pas confiance en lui? En lui, si. En vous, moins. Oh. Je vous en prie, calmez-vous. Ne pleurez pas. Allons, ne pleurez pas, ça ne sert à rien. Oh, c'est bien. Alors? On a tout de même bien le droit de pleurer quand il y a un mort dans la maison. Bien sûr. Vous aimiez beaucoup votre patronne. Je comprends. Non. C'était un chameau. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Non, ça va sûrement me porter malheur. J'aurais pas dû dire ça d'une morte. On ne dit pas toujours ce que l'on veut dire. Heureusement d'ailleurs, sinon il n'y aurait plus d'enquête possible. Ah, vous croyez? Non, réflexion personnelle. Ne nous égarons pas. Vous avez fini de pleurer? Je sais pas. Ça peut me reprendre. Profitons d'une accalmie. À quelle heure êtes-vous arrivé ce matin à l'appartement? À 8 heures. Comme tous les matins, je viens tous les jours de 8 heures à midi. Je suis entré. Vous avez les clés? Bah oui, naturellement. À 8 heures, d'habitude, madame dort. On y va à la cuisine, je fais la vaisselle de la veille quand il y en a, et puis je prépare le petit déjeuner. Et ce matin? Ce matin? Oui, ce matin. Comment les choses se sont-elles passées? Ben, j'ai ouvert la porte. Comment? Avec les clés, pardi. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non. Ah,
Ah, mais si. Si, vous m'y faites penser. Ah, vous voyez bien. Oui, le verrou de sûreté était pas fermé. Et à la serrure ordinaire, eh ben, on l'avait même pas donné un tour de clé. Comme si on avait tiré la porte de l'extérieur. Oui, c'est ça. Ah, mais... vous pensez à tout. Ah, ben c'est mon métier. Ensuite. Ensuite, je suis entré. Elle était là étendue près de la porte du salon. Ça m'a fait un drôle de faux cœur. Hein. Alors, je suis redescendu chez la concierge et c'est elle qui a prévenu la police pendant que moi, je téléphonais à ces messieurs. Ces messieurs? Comment ça, ces messieurs? Ben oui, madame était plus ou moins en instance de divorce. Elle vivait seule dans cet appartement. Alors, j'ai prévenu son mari et puis l'autre. Enfin, l'autre monsieur. Eh bien, chère madame, puisque vous les avez prévenus, c'est que vous avez leurs adresses. Oui, naturellement. Alors, vous allez nous donner l'adresse du premier de ces messieurs, hein? Celle de l'autre également, bien sûr. Mais oui, volontiers, monsieur le commissaire. Entrez, messieurs. Asseyez-vous. Merci. Docteur, vous connaissez le but de notre visite. La femme de ménage vous a téléphoné ce matin. J'étais en pleine opération, une césarienne assez délicate, et je n'étais averti que tout à l'heure en sortant de la salle. C'est épouvantable. Je pense, docteur, que vous ne refuserez pas de nous fournir tous les éléments susceptibles de nous permettre de mener une enquête rapide. Bien entendu, monsieur le commissaire. Pour nous, Yvonne Mercier et votre femme est encore une inconnue. Et nous voudrions la mieux connaître. Que puis-je vous dire et par où commencer? Vous étiez son mari. Oui, il y a 2 mois environ, Yvonne a décidé de quitter le domicile conjugal. Elle avait acheté un appartement boulevard Gouvion-Saint-Cyr et s'y est installée. Depuis cette date, je ne l'ai plus revue. Vous ne l'avez jamais revue? Non, pas depuis 2 mois. Vous aviez l'intention de divorcer? Yvonne voulait divorcer, mais nous n'avions pas encore entamé la procédure. Docteur, simple formalité bien entendu. Pouvez-vous me dire où vous étiez dans l'après-midi de mercredi? Hier après-midi? Oui, docteur. Et rien de plus simple, je consulte mon carnet. Le matin, je suis passé ici, à la clinique. Ensuite, j'ai déjeuné chez moi, à Louvciennes. Puis j'ai visité quelques malades et je suis revenu à la clinique. Il était 5 heures. 5 heures? 5 heures ou 5 heures et demie, je ne peux pas être plus affirmatif. Je n'imaginais pas qu'on allait me demander mon emploi du temps dans cette journée. Vous comprenez bien, docteur, que si je suis obligé de vous demander des précisions, c'est dans l'intérêt de l'enquête. Mais je comprends. Il est nécessaire également que je note dans mon rapport les noms et les adresses des malades que vous avez visités. Ma secrétaire va vous en donner la liste, Très monsieur le commissaire. Merci. Entrez, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Je n'aurai pas l'hypocrisie de vous demander le but de votre visite. Il est de notoriété publique, en effet, que je suis, ou plutôt, hélas, que j'étais, l'ami d'Yvonne Mercier. Nous n'habitions pas ensemble, mais nous nous voyions à peu près quotidiennement. Oh, je vois évidemment qu'il est parfaitement stupide de penser que j'ai pu avoir le moindre geste meurtrier envers elle. S'agirait-il même d'un simple accident, une violente querelle qui aurait dégénéré? Nous ne nous querellions jamais. Enfin, jamais au point d'en venir à ces manières de portefaix. Je sais tout cela, évidemment, mais hélas,
Je suis le seul à le savoir. Alors je suppose que vous allez me demander des précisions sur mon emploi du temps de la journée d'hier. Ah, supposition tout à fait exacte, maître. Oh, mais je vais vous donner ces précisions, monsieur le commissaire. Dès que j'ai appris la mort horrible... Et vous voulez dire quand la femme de ménage vous a téléphoné? Oui, en effet, c'est la femme de ménage. Pourquoi n'êtes-vous pas venu immédiatement? Mais j'étais avec un client. À 8 heures du matin. Mais oui, monsieur le commissaire. Bref, voici mon emploi du temps de la journée d'hier. Dans mon cabinet jusqu'à 12h30. Oui, ensuite au palais jusqu'à 16h, puis je suis revenu travailler ici. Le temps de venir en voiture du palais jusqu'à mon cabinet, avec les encombrements, il est peut-être 16h30, enfin 16h35 environ. Vous êtes certain de l'heure? Oh, absolument certain, monsieur le commissaire. À 5 minutes près, bien entendu. Vous avez lu les journaux, monsieur le commissaire? Oui, naturellement. La rougeole des enfants... Le toubib dit qu'il faut attendre plusieurs jours d'incubation. Oui, comme pour une enquête. C'est ma femme qui est la plus fatiguée, d'autant qu'elle est plutôt de santé fragile. Pourquoi me parlais-tu des journaux? Il n'y a pas une ligne sur le crime du boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Et tu t'en plains? Non, bien sûr. Que veux-tu? Yvonne Mercier n'avait sans doute pas l'étoffe d'une vedette. Tu devrais les envoyer à la montagne. Et qui? Pas les journalistes, bien sûr. Ta femme et tes enfants. Oui, mais après. Après l'enquête? Après l'enquête, oui, mais surtout après la rougeole. Et ça avance? Je vous ai déjà dit que le toubib... Mercier. Le mari d'Yvonne Mercier. Parfaitement. Ne l'appelle pas le toubib, cela prête à confusion. Chaque fois, je crois qu'il s'agit du médecin légiste. Oui, mais je ne parlais pas du médecin légiste non plus. Mais de qui parlais-tu, alors? Du médecin qui soigne mes enfants. Écoute, Piéchaud, sois raisonnable. Hein? Je t'ai demandé des nouvelles de ta famille, tu m'en as donné. Tu sais très bien que s'il te faut quelques jours de congé pour conduire les tiens à la montagne, je donnerai un avis favorable. Alors, revenons à l'enquête, veux-tu? Et c'est vous qui m'embrouillez, monsieur le commissaire, avec votre manière de poser des questions. Allons, pas de flatterie entre nous. Que diable, hein? Nous sommes du bâtiment. Tu me parlais du toubib. Oui, bien sûr. Et pour nous, enfin pour l'enquête, il n'y a qu'un seul toubib qui compte. C'est le médecin légiste. Non, c'est le docteur Mercier, le mari de la victime Yvonne Mercier. J'ai vérifié. Eh bien, il a menti. Il n'a pas d'alibi pour l'heure du crime. Mais c'est magnifique. C'est bizarre comme il faut arracher les mots de la bouche. Le docteur Mercier a menti. Il n'a pas d'alibi. Eh bien, tu vas le convoquer. Mais ce qu'il y a de curieux... Il n'y a vraiment rien de curieux. Il a menti, il n'a pas d'alibi. Je commence à comprendre pourquoi les journalistes se sont désintéressés de ce crime. Mais c'est pas ce que je voulais dire, monsieur le commissaire. Ah? Oui. Yvan Baudricourt, l'avocat, lui aussi a menti. Il n'a pas d'alibi non plus. Ah. Eh bien, convoque-les tous les deux. Oui. Monsieur le commissaire, maître Yvan Baudricourt. Faites entrer. Par ici, monsieur. Merci. Asseyez-vous. Merci. Maître, avec vous, je n'irai pas par 4 chemins. Vous connaissez la loi. C'est bien, je m'en flatte, monsieur le commissaire. C'est parfait. Vous savez donc à quoi vous vous exposez en essayant d'entraver le cours normal de la justice. À quoi je m'exposerai, monsieur le commissaire, car jusqu'à présent, je n'ai rien fait que je sache qui soit de nature à entraver l'action de la justice. Puisque vous le prenez sur ce ton, je serai brutal. Pourquoi m'avez-vous menti? Oh, monsieur le commissaire, vous avez bien dit menti. Vous avez donné de votre emploi du temps de la journée de mercredi une version parfaitement inexacte. Je pensais avoir affaire à un homme du monde. Allons, maître. Si le terme homme du monde vous choque ou vous irrite, je dirais un homme, tout simplement. Un homme doué du minimum de sensibilité susceptible de lui faire comprendre que je venais d'être atteint dans ce que j'avais de plus cher.
Les heures pénibles que j'étais en train de vivre pouvaient me faire oublier certains détails d'une journée que j'aurais souhaité de tout mon cœur être une journée comme les autres. Yvonne Mercier, elle aussi, aurait souhaité que cette journée fût une journée comme les autres. Monsieur le commissaire, vous n'avez pas le droit. Dénoncer des vérités premières, j'en ai le droit, et parfois même le devoir, quand les autres semblent les ignorer. Yvonne Mercier était jeune, belle et riche. Elle a accueilli sans méfiance son meurtrier car c'était un familier. Un intime, peut-être. Voulez-vous que je vous le dise? Cette comédie, monsieur le commissaire, est ignoble. Une jeune femme est morte assassinée. C'est l'assassin qui est ignoble, pas moi. Mais cet assassin, que faites-vous pour l'arrêter? Rien. Absolument rien. Vous préférez torturer des innocents que le chagrin bouleverse et qui se trompent dans leurs déclarations. La belle affaire. Allons, maître, soyons sérieux. Nous ne sommes pas aux assises. Y aurait-il une vérité aux assises et une autre dans ce cabinet? Je comprends que votre amour-propre professionnel soit blessé, monsieur le commissaire. L'assassin court toujours. Je ne vous le reproche pas, mais encore une fois, pourquoi mettre des innocents à la torture? Mais est-ce vraiment vous mettre à la torture que de vous faire remarquer que vos souvenirs de la journée de mercredi ne cadrent pas avec la matérialité des faits? Avouez donc tout de suite que vous m'accusez. Dans ce bureau, ce n'est jamais moi qui avoue. Le mot est malheureux, je le reconnais, mais le fait est là. Vous m'accusez, moi, d'avoir tué Yvonne Mercier. Je vous demande simplement de me dire ce que vous avez fait dans la journée du mercredi. Mais est-ce que je sais? J'ai répondu n'importe quoi pour me débarrasser de vous. Yvonne morte, j'avais tout perdu, j'étais comme fou. La vie n'avait plus de signification pour moi. La vie, plus de signification, cher maître. Ce n'est pas très aimable pour la jeune Sophie Cossé-Dupéra. Vos fiançailles doivent être rendues publiques à la fin du mois. Ah, vous savez. Il n'y a pas toujours que les gens du monde qui s'intéressent au grand mariage. Moi, c'est mon côté midinette. Mais revenons à cette journée de mercredi. Oh. Après tout, pourquoi essayer de ruser davantage? Moi, qui sais généralement conseiller utilement mes clients, je me rends compte que je suis un bien piètre avocat pour moi-même. Je vous écoute. N'importe qui serait entré dans mon bureau et m'aurait demandé conseil. N'importe qui m'aurait raconté cette histoire. Mon histoire, eh oui. Il faut que je m'en persuade, c'est mon histoire. À cet inconnu, j'aurais dit de ne rien cacher à la police. Je lui aurais dit de dire ce que je vais vous dire, monsieur le commissaire. Je vous écoute. Mercredi à 5 heures, j'étais boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Oui, j'étais là-bas. Quelques minutes auparavant, j'avais téléphoné à Yvonne pour savoir si elle était chez elle et si je pouvais la rencontrer. Elle m'a dit de venir et je suis venu. Sur le palier, je m'apprêtais à sonner quand j'ai remarqué la porte entr'ouverte. J'ai sonné quand même pour ne pas la surprendre et je suis entré en criant son nom. Oh, je n'ai eu que 2 pas à faire. Là, près de la porte du salon, elle était étendue, sans vie. Rapidement, j'ai parcouru les autres pièces pour voir si son assassin ne s'y dissimulait pas. J'ai dû me rendre à l'évidence. J'étais seul dans l'appartement avec Yvonne morte. Je me suis dirigé vers le petit meuble qui supporte le téléphone. J'ai décroché le combiné. J'allais former sur le cadran les chiffres de police secours et puis l'émotion, sans doute, j'ai eu comme un éblouissement. L'index pointait sur le chiffre 1 du cadran. Je ne pouvais pas me résoudre à amener mon doigt contre le butoir métallique. J'étais comme paralysé. Déformation, ou plutôt malformation professionnelle. Subitement, j'ai pris conscience que j'étais seul dans l'appartement avec Yvonne morte. Alors j'ai fui. Mais j'ai fui comme un imbécile, comme le dernier des crétins, me conduisant exactement comme je le reprocherais à n'importe quel client qui viendrait me trouver en me racontant une histoire semblable. Voilà, monsieur le commissaire. À 5 heures, donc, vous étiez boulevard Gouvion-Saint-Cyr et la porte du palier était ouverte. Oui, monsieur le commissaire. Et en fuyant, enfin, je veux dire en partant, vous avez refermé cette porte? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Ah, essayez de préciser, c'est très important.
Je l'ai probablement fermée en la tirant sur moi. Je l'ai probablement fermée, je ne peux pas être absolument affirmatif. Vous pensez, dans l'état où j'étais, je dois l'avoir fermée. Enfin, j'ai cru la fermer. En arrivant, vous avez pris l'ascenseur. Oui, naturellement. Vous n'avez croisé personne dans les couloirs de l'immeuble? Oh non, personne. Attendez, monsieur le commissaire, c'est-à-dire... Si, à la hauteur du 3e étage, un monsieur descendait l'escalier. Pouvez-vous me donner son signalement? Vous me posez un cas de conscience, monsieur le commissaire, un véritable cas de conscience. Dans les affaires criminelles, c'est assez courant. Je sais bien que pour vous, monsieur le commissaire, ce signalement est important, mais sincèrement, je suis incapable de vous le donner. J'étais dans l'ascenseur et lui descendait par l'escalier. Assez vite, autant que je me souvienne. Il devait s'agir d'un homme encore jeune, 30, 35 ans. Connaissez-vous le docteur Mercier, le mari d'Yvonne Mercier? Non. Enfin, très peu. Il m'a été donné de le rencontrer une fois ou deux chez des amis. Je n'ai pas éprouvé le besoin de faire plus ample connaissance avec lui. Il faudrait être vicieux pour trouver du piquant à ce genre de situation. Vous allez passer dans le bureau à côté en compagnie de l'inspecteur Piéchaud. Vous établirez ensemble votre déclaration. Mais, monsieur le commissaire... Vous êtes avocat, vous connaissez l'importance de cette déclaration? Bien sûr, monsieur le commissaire. J'ai cependant quelques rendez-vous importants et L'affaire qui nous occupe est, elle aussi, très importante. C'est-à-dire, on m'attend dans le cabinet d'un juge d'instruction. Je dois assister un client et je ne voudrais pas que ce malheureux souffrît de la mauvaise humeur du juge, que mon retard pourrait indisposer. Vous téléphonerez au juge. Je suis persuadé qu'il se montrera compréhensif. À tout à l'heure, maître. Asseyez-vous, docteur. Merci. Docteur, avez-vous déjà eu affaire à la police? Mais, monsieur le commissaire... Répondez franchement. Ceci n'est pas un piège. Et quand bien même s'agirait-il d'un piège, le mieux de toute façon, c'est de répondre franchement. Eh bien, je vais vous répondre franchement. Monsieur le commissaire, je n'ai jamais eu affaire à la police et je ne connais de ces méthodes que ce qu'ont bien voulu m'en dire les auteurs de romans policiers. Vous lisez beaucoup de romans policiers? Oui, beaucoup. Médicalement, je les trouve infiniment moins nocifs que les somnifères. Vous n'avez jamais pensé que cette lecture pourrait un jour vous être utile et profitable? Dans l'exercice de ma profession? Non, non. Non, dans la vie. Je ne dirais pas dans la vie courante, ce serait exagéré. Ce n'est pas tous les jours, Dieu merci, qu'on est... Enfin, que vous êtes mêlé à un crime. Vous n'avez pas pensé au roman policier que vous avez lu en vous rendant à ma convocation? Si, bien sûr. Oh, une cigarette? Volontiers. Merci. Pardon, l'allumette craquée. Ça aussi, ça fait partie du rituel. Les cinéastes en profitent généralement pour en tirer des effets d'éclairage. Je suppose, monsieur le commissaire, que ce n'est pas pour discuter de romans ou de films policiers que vous m'avez convoqué. Non, non, c'est bien évident. Voyez-vous, docteur, tout à l'heure, en vous posant ma première question, j'étais si loin de vous tendre un piège qu'en fait, je vous offrais une chance. Vous ne comprenez pas? Non. Non, absolument pas. Moi aussi, je connais bien la littérature policière. Certains auteurs me font l'honneur de venir parfois me demander des conseils. Il est impossible qu'un lecteur assidu, ce qui est votre cas, ignore qu'il est dans les habitudes des enquêteurs de vérifier les alibis. Monsieur le commissaire, je ne comprends toujours pas. Docteur, vous m'avez menti. Oui. Je vous écoute. Les histoires, ça n'arrive qu'aux autres. J'ai l'habitude de répéter souvent à mes clients que la maladie peut frapper tout le monde. Et quand je le dis, je le crois, parce que c'est vrai. Aujourd'hui, c'est moi qui suis malade, et je ne veux pas le croire. L'histoire que je lisais, c'était mon histoire. Je ne sais pas comment vous avez fait, je ne sais pas comment vous ferez, mais vous avez découvert, ou vous êtes sur le point de découvrir la vérité. Alors, autant que je vous le dise tout de suite. Mercredi à 5 heures, j'étais boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Ah. Ce jour-là, mercredi à midi, après 2 mois de séparation, je me décidais à téléphoner
à ma femme. Il fallait prendre une décision au sujet du divorce. Certains intérêts en jeu. Oui, sous quel régime étiez-vous marié? Une séparation de biens. Ce n'est un mystère pour personne que ma femme était infiniment plus riche que moi. La clinique de Neuilly... Donc, pratiquement lui appartient. Oui. Et vous êtes son héritier? Tant que nous étions mariés, oui. Il existe un testament au dernier vivant. Ce mercredi, donc, vous lui téléphonez? Oui. Nous nous étions quittés en bons termes. Le plus simple, avant même de contacter nos avoués, était de nous rencontrer. Elle m'a donné rendez-vous à 5 heures. Arrivé sur son palier, je m'apprête à sonner, quand je remarque que sa porte est entr'ouverte. Je sonne quand même. Je ne suis jamais venu dans cet appartement, et bien qu'elle fût encore légalement ma femme, ce n'était pas une raison pour rentrer comme ça chez elle. Au bout d'un certain temps, ne recevant pas de réponse, je suis entré. Près de la porte du salon, elle était là. Réflexe professionnel, je me suis penché sur elle. L'examen a été rapide et sans équivoque, hélas. Comme la mort ne datait que de quelques minutes, quelques secondes peut-être, j'ai visité toutes les pièces de cet appartement que je ne connaissais pas. Dans l'espoir d'y découvrir peut-être l'assassin? Oui, c'est ça, monsieur le commissaire. J'ai aperçu le téléphone sur un petit meuble. J'ai voulu appeler la police. J'ai décroché le combiné. Et vous n'avez pas appelé? Non, je n'ai pas appelé. J'ai réalisé que j'étais seul dans cet appartement avec ma femme morte. J'avais l'impression d'être pris dans un piège diabolique. Et je l'étais véritablement. J'étais le coupable idéal. J'ai fui. J'ai littéralement fui. Vous m'avez dit tout à l'heure que lorsque vous êtes arrivé à l'appartement de votre femme, vous aviez trouvé la porte ouverte. C'est bien cela? C'est ça, monsieur le commissaire. Entrouverte, plus exactement. Quand vous êtes parti, vous avez refermé cette porte? Oui, je crois. En êtes-vous certain? Oui, j'ai fermé la porte. Et pour grimper au 7e étage, vous aviez pris l'ascenseur? Non. Pourquoi? Je ne prends jamais l'ascenseur. Je ne le supporte pas. C'est une maladie, je sais. Un célèbre constructeur d'avions en est également affligé. C'est tout de même un peu plus ridicule que pour un médecin. Vous n'avez croisé personne dans les couloirs de l'immeuble? Dans les couloirs, non. Mais pendant que je montais par l'escalier, un homme descendait par l'ascenseur. Au moment donc où vous montiez? Où vous montiez à pied vers le 7e étage, un homme descendait par l'ascenseur. C'est bien cela? Oui, monsieur le commissaire. Pouvez-vous me donner le signalement de cet homme? C'est difficile, monsieur le commissaire. Pourquoi? Il lisait un journal, je n'ai pas pu voir son visage. Il dissimulait son visage derrière un journal? Je n'ai pas dit qu'il se dissimulait, monsieur le commissaire, j'ai dit qu'il lisait un journal, c'est tout. Connaissez-vous Yvan Baudricourt? L'avocat? Oui. De bonnes âmes s'étaient chargées de me dire qu'il était l'amant de ma femme, mais comme Yvonne et moi, nous vivions séparément, en fait, depuis longtemps. Vous le connaissez donc? Oui et non. Nous nous sommes rencontrés une fois ou deux chez des amis qui nous avaient tous spécialement invités, je suppose, pour voir la tête que nous ferions. Ils en ont été pour leurs frais. Je ne me sens aucune vocation pour le vaudeville. Pied chaud. Monsieur le commissaire? Fais monter les sandwichs et les demi. Ah, pensez qu'il y en a encore pour longtemps? Non, moi j'ai faim. Tu as téléphoné à ta femme? Ah non, pourquoi, monsieur le commissaire? Tu devrais le faire. Une femme seule à la maison avec des enfants malades. Mais j'ai pas eu le temps, monsieur le commissaire. Fais-le. Oui. Je vais d'abord commander les sandwichs et les demi. Mais commence par ta femme. Ce sera plus gentil. Bien. Jambon sans beurre, pour moi. Ah, le cholestérol? Non, le beurre de la brasserie là en bas. Mais je ne veux pas t'en dégoûter. Le salaud. Il avait tout de même bien combiné son coup. Mais qui ça, monsieur le commissaire? Mais l'assassin d'Yvonne Mercier, pardi. Vous le connaissez? Oui. Oui. Et toi aussi, puisque tu as fait toute l'enquête avec moi. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps d'avoir une vue d'ensemble. Ces deux déclarations absolument identiques, c'est vraiment troublant. Très, je te l'accorde. Comment est-ce possible? L'innocent dit la vérité. Il s'est véritablement conduit comme il nous le dit. Et le coupable s'est contenté d'imaginer comment se conduirait l'innocent. C'est assez astucieux.
Et maintenant, vous attendez l'aveu du coupable? Même pas. Je peux me passer d'un aveu. J'ai de quoi le conduire aux assises et sans risque d'erreur judiciaire, même s'il n'avoue pas. Ce serait tout de même mieux. Évidemment. Alors n'oublie pas. Oui, jambon sans beurre. C'est noté. Non, n'oublie pas d'appeler ta femme et dis-lui que ce soir tu rentreras de bonne heure à la maison. Ouais, ça, jamais je lui dirai une chose pareille, alors. Dites que je suis superstitieux, c'est peut-être vrai, mais je ne peux pas tenter le diable. Ou les assassins. Cela revient parfois au même. Messieurs, je vous ai réunis dans ce bureau malgré la répugnance que chacun de vous manifeste à fréquenter l'autre. Mais nous ne sommes pas dans un salon. Et il ne s'agit plus d'escarmouches à base de mots méchants. La femme qui vous a séparé de son vivant vous unit aujourd'hui par les liens indissolubles du crime. Monsieur le commissaire, je proteste solennellement. Maître, je vous rappelle que vous n'êtes pas ici en qualité d'avocat. Je sais, je suis l'un des suspects. C'est un mot qui n'existe pas officiellement dans la terminologie judiciaire. Il est grotesque de penser que nous ayons pu unir nos efforts, le docteur et moi-même, pour... Mais dites-lui, docteur, dites-lui donc. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais enfin, docteur, il est de notoriété publique que nous ne nous fréquentons pas. Baudricourt, je vous en prie. Je ne prétends pas que vous ayez agi ensemble. Mais vous venez de parler des liens indissolubles du crime. Et je maintiens l'expression. Vous êtes unis par les liens indissolubles du crime parce que l'un de vous a tué Yvonne Mercier en essayant de faire passer l'autre pour l'assassin. L'assassin a tenté un crime parfait d'une nature assez originale, le crime parfait à l'erreur judiciaire. Les jurés ne pouvaient pas ne pas condamner l'innocent. Vous n'avez pas de questions à poser, maître? Mais non, monsieur le commissaire. J'attends la suite de votre démonstration. Et vous, docteur? Moi, j'avoue, monsieur le commissaire. Hein? J'avoue que je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir. Puisque vous êtes tous les deux d'accord, et avec votre permission, messieurs, je poursuis. Et je poursuis par le portrait de l'assassin. C'est un familier de la victime. Et il est absolument impossible de faire rejaillir la responsabilité du crime sur une troisième personne. Le compte en banque de la défunte a été minutieusement examiné. L'expert de la compagnie d'assurance chargé de garantir Yvonne Mercier contre le vol de ses bijoux, fourrures et tableaux m'a donné son rapport. Il ne manque pas une petite cuillère de vermeil. Le vol n'a donc pas été le mobile. Un rôdeur, même surpris par un coup de sonnette, aurait eu le temps de s'emparer de ce collier de perles qu'il avait, si j'ose dire, à portée de la main, puisque la victime est morte étranglée. Je vous le rappelle. Et puis, il n'aurait pas laissé la porte ouverte. Car cette porte palière était ouverte. Mais absolument, je l'indique d'ailleurs dans ma déposition. C'est exact, la porte était ouverte. Mais, vous permettez, comment se fait-il que le docteur puisse prétendre... Et vous-même, alors? C'est vrai, messieurs, je conçois votre surprise. J'ai omis de vous préciser qu'à 2 ou 3 détails près, vos deux dépositions sont rigoureusement identiques. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Autre trait de caractère de l'assassin, ce familier de la victime est un homme intelligent. Vous l'êtes tous deux. Je vais vous raconter maintenant comment cet assassin a procédé d'une manière intelligente. Je vous écoute. Merci, maître. L'assassin qui a froidement et méticuleusement préparé son coup a tout pesé, même ce qui est réputé impondérable. Il sait que, quelles que soient les précautions prises, le concierge, un voisin, un livreur peut le croiser dans l'escalier ou dans l'ascenseur. Son signalement, même vague, peut mettre la police sur sa piste. Alors, après une tentative sans illusion pour se créer de faux alibis, il avoue s'être rendu sur les lieux du crime à l'heure du crime. Mais aucun médecin légiste ne peut fixer à la minute près le moment du crime. Alors, la remarque du docteur est exacte. Oui, mais inutile. N'importe quel inspecteur débutant sait cela. Les lecteurs de romans policiers également. Je ne lis jamais de romans policiers. Vous trouvez plus passionnant de les vivre? C'est une remarque assez déplacée venant de votre part, docteur. Messieurs, il suffit. Laissez-moi poursuivre ma démonstration. L'assassin est donc intelligent. Il se méfie des témoins qui peuvent le rencontrer dans l'immeuble ou aux alentours immédiats de l'immeuble. Il connaît beaucoup de monde. L'un de ses clients, vous avez l'un et l'autre des clients, messieurs,
L'un de ses clients qui l'aurait aperçu dans la rue suffirait à le compromettre. C'est un risque qu'il ne veut pas courir. Son raisonnement est le suivant. Après avoir étranglé Yvonne Mercier, il suppose qu'il entre dans l'appartement après le crime. Et fait le récit de ce qu'il aurait fait s'il avait trouvé la jeune femme morte. Oh, c'est risqué, très risqué. C'est intelligent. L'homme est un grand connaisseur de l'âme humaine, puisque le comportement qu'il a décrit comme étant le sien a été en fait très exactement celui de l'homme qui est venu après lui. Puisque vos deux dépositions, messieurs, sont mot pour mot ou presque identiques. L'un de nous deux a donc menti. Oui. Oui, et habilement menti en reconstituant par induction ce qu'allait dire l'autre. Si je découvre ce menteur, j'aurais du même coup découvert l'assassin. Alors, ce n'est pas moi, je dis la vérité. Mais traitez-moi de menteur pendant que vous y êtes. Vous aimez mieux que je vous traite d'assassin? Oh, monsieur le commissaire, je ne me laisserai pas insulter. Qui proteste? À qui profite le crime? Pas à moi, je suppose. Il faudrait tout de même penser à qui profite le crime. La clinique de Neuilly, par exemple. Mais c'est à mon tour de vous interdire. Messieurs... Mais c'est trop facile. Ma parole vaut bien la vôtre. Quand je suis arrivé, la porte du palier était ouverte. Quand je suis arrivé, la porte était ouverte et Yvonne était morte. Et en montant au 7e étage, j'ai vu un homme descendre par l'ascenseur. Vous étiez dans l'escalier, vous avez entendu, monsieur le commissaire. Il avoue qu'il était dans l'escalier. Alors que moi, j'étais dans l'ascenseur. Et alors? Bien sûr, j'étais dans l'escalier. Et moi dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur. Vous entendez, monsieur le commissaire? Dans l'ascenseur. Mais j'entends parfaitement. Dans l'ascenseur, oui. Mais un ascenseur qui se dirigeait vers le rez-de-chaussée. Vous descendiez. Je montais, c'est vous qui descendiez. C'est moi qui montais et vous qui descendiez. Enfin, monsieur le commissaire, je vous fais juge. Ah, merci pour l'avancement. À qui feriez-vous croire que lorsque deux hommes se croisent, l'un dans l'ascenseur, l'autre dans l'escalier, à qui feriez-vous croire que c'est l'homme qui est dans l'escalier qui monte, tandis que c'est celui qui est dans l'ascenseur qui descend? On peut à la rigueur descendre du 7e étage à pied. On n'y monte pas, mais c'est illogique. Personne ne monte à pied au 7e étage. Si, moi. Allons donc. Vous pouvez interroger mes amis ou mes infirmières. Tout le monde sait que je ne mets jamais les pieds dans un ascenseur. Et qu'est-ce que ça prouve? Mais rien, messieurs. Absolument rien. Étant donné qu'aucun d'entre vous n'a déclaré formellement avoir rencontré l'autre. Vous avez parlé tous deux d'un homme dont vous étiez incapables de me donner le signalement. Mais alors, il se pourrait tout de même que... Je vous ai dit pourquoi je ne croyais pas à l'intervention d'un troisième personnage. Tout à l'heure, maître, vous avez évoqué un vieux principe de l'enquête criminelle. À qui profite le crime? Mais cela me semble essentiel, étant donné que jusqu'à présent vous n'avez d'autres éléments pour étayer une inculpation que ma parole contre celle du docteur, et l'une valant l'autre. Il me semble tout de même, monsieur le commissaire, qu'un simple raisonnement pourrait vous mener à la solution indiscutablement. Oh, je voudrais bien savoir comment. C'est élémentaire. Bon, supposons le problème résolu. Je vous prie de m'excuser si je choisis une première hypothèse qui me tient à cœur. Mais supposons que je sois l'innocent. Et bon Dieu, je le suis. Mais je dis simplement supposons pour ne vexer personne. Alors? Tout devient remarquablement limpide. Si j'ai pu entrer dans l'appartement, c'est parce que l'assassin a laissé la porte entr'ouverte derrière lui. Moi, je la ferme en m'en allant. Et le lendemain, la femme de ménage trouve la porte fermée, donc je suis venu le dernier. Mais pas pu venir après moi, puisque j'ai fermé la porte. Et si vous n'êtes pas venu après moi, c'est que vous êtes venu avant. Merveilleux raisonnement, en vérité, et qui repose sur votre seul témoignage. J'ai fermé la porte en m'en allant. Mais moi aussi, j'ai déclaré que j'avais fermé la porte en m'en allant. Non, pas tout à fait. Comment cela, monsieur le commissaire? Dans la déposition que vous avez signée, vous êtes moins affirmatif. Vous dites que vous avez probablement fermé la porte. J'ai dit probablement parce que je suis sincère, et que dans l'état d'affolement où j'étais, je suis bien incapable de me souvenir de tous les gestes que j'ai pu faire. Et si vous l'aviez laissée ouverte? Mais j'ai déclaré que je l'avais probablement fermée. J'ai même ajouté, j'ai cru l'avoir fermée. J'ai dû la fermer, c'est clair. Et comme de toute manière, j'ai eu moi aussi la femme de ménage au téléphone, si j'avais voulu mentir, je n'avais qu'à déclarer froidement que j'avais fermé la porte. Vous le constatez, messieurs, vous êtes tous deux logés à la même enseigne. Et seul votre propre témoignage peut vous innocenter. Et comment a-t-il pu deviner que j'adopterais cette conduite absurde, la fuite? Oh, docteur, je vous retourne la question, Bien inutilement. Ce n'est pas ainsi que nous parviendrons à la solution. Cette solution, vous la connaissez, monsieur le commissaire? Oui. Alors finissons-en rapidement. Je vous trouve bien nerveux, docteur. Et moi, je vous trouve bien calme pour un innocent victime d'une erreur policière. J'ai l'habitude de fréquenter la préfecture de police, et encore une fois, je pose la question, à qui profite le crime? Mais à vous deux, messieurs,
À vous deux. Mais enfin, monsieur le commissaire, soyons sérieux. Qui est l'héritier d'Yvonne Mercier? Qui, à la veille d'un beau mariage, rencontrait des difficultés pour rompre avec une maîtresse exclusive et exigeante? Vous ne pouvez raisonnablement pas mettre en balance les deux mobiles quand on examine la fortune d'Yvonne Mercier. Allons, maître. Pour un avocat d'assises, vous faites bon marché des autres sentiments, en admettant même que vous ayez raison sur ce point, en admettant donc que le docteur Mercier est un mobile plus solide que le vôtre. Cela continue à ne rien prouver. Oh, tout de même. Cela continue à ne rien prouver. Vous, maître, qui avez l'habitude de la chose judiciaire, vous savez bien que j'ai raison. Quand un usurier est assassiné, le coupable n'est pas obligatoirement le débiteur qui doit la plus importante somme d'argent. Et puis, un mobile n'est pas une preuve. C'est à la rigueur une présomption. Et pensez-vous, tel que l'affaire se présente, avoir autre chose qu'une présomption? Oui. Vous avez une preuve, monsieur le commissaire? Mais oui. L'assassin a cru s'en sortir en nous enfermant dans un faux problème. Deux hommes donnent d'un même fait une version identique. L'un est un menteur, et le menteur, c'est le premier de ces messieurs, celui qui a tué et qui a laissé derrière lui la porte palière ouverte pour que l'autre entre et se trouve seul dans l'appartement avec le corps de la victime. Nous sommes bien d'accord, docteur? Mais oui, monsieur le commissaire, ça fait plusieurs heures que nous ne disons pas autre chose. L'astuce de l'assassin, c'était de créer ce faux problème. Lequel des deux avait menti? Ainsi posée, la question est insoluble. Vous l'avez constaté vous-même tout à l'heure à propos de cette rencontre dans l'escalier. Il suffit au menteur de dire « je montais » alors que l'autre descendait. Le tour est joué. Et l'on ignora toujours lequel était le premier de ces messieurs dans l'appartement d'Yvonne Mercier. Pour résoudre le problème, il est nécessaire et suffisant d'ailleurs de poser la question en d'autres termes. Non pas qui a menti, mais quel est celui de vous deux, messieurs, qui avait la possibilité de mentir. Ou encore, si vous préférez, lequel de vous deux savait que l'autre viendrait à 5 heures. Maître Baudricourt, quand on pose la question sous cette forme, la réponse ne fait aucun doute, n'est-ce pas? Seul celui qui rencontrait quotidiennement la victime pouvait savoir que ce jour-là, à 5 heures, après 2 mois de séparation, l'autre allait venir pour discuter d'une chose capitale pour votre avenir à tous les trois, le divorce. Mais depuis quand, monsieur le commissaire, êtes-vous parvenu à cette conclusion? Mais aussitôt après avoir eu vos 2 dépositions. Alors pourquoi cette pénible confrontation? J'espérais confusément que l'un de vous deux, le coupable ou l'innocent, peu importe, ait un mouvement de pitié. Ou de dignité, tout simplement. Yvonne Mercier était jeune, belle et riche. 20 années passées au service de la police n'ont pas réussi à entamer mon incurable optimisme. Rien à ajouter, maître Baudricourt? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Parmi les mystères passés, Pierre Billard avait choisi pour vous, ce soir, Au premier de ces messieurs, film radiophonique de Louis Rognoni, avec Lucien Natte, Louis Herbessier, André Tincy, Jean Mauvais et Michel Bouquet. C'était Un mystère de l'été.